Donc, je continue sur, sur cette loi, quelques commentaires, des questionnements, hein, pas des questions, hein, des questionnements. Euh, il dit que c'est informel. C'est informel, c'est-à-dire je prends mes libertés, je prends des libertés dont certaines affirmations, certaines libertés dans l'interprétation. Euh, J'évite d'aller vers les aspects extrêmement complexes de cette loi. Après, je vais revenir sur comment pourra se faire le redressement de cette loi avec des éléments plus académiques, avec le théorème de Sturge. Je vais inscrire ça dans l'histoire de Banque mondiale et FMI. Bon, selon les chiffres, dont j'ai parlé précédemment, l'impôt qui est appliqué aux revenus, je précise aussi que les revenus peuvent être les salaires des propriétaires des grandes compagnies algériennes, des grandes sociétés algériennes, hein, qu'il s'agisse des sociétés de production alimentaire, qu'il s'agisse de production de services ou de petite industrie, etc. Hein, toutes, j'ai pas envie de citer des noms parce qu'il y a des moments où c'est des nausées. De noms de compagnies, toutes les grosses compagnies, hein, toutes les grosses compagnies de privé, là, hein, de certains vautours du secteur privé. Et il y a bien sûr les, les revenus impossibles à soumettre à l'IRG, qui sont énormes. Tous les revenus issus de la corruption, tous les revenus issus de la prostitution, tous les revenus issus du trafic de drogue. C'est ce qu'on appelle les flux illégaux, illegal flows, ils échappent à l'IRG. Ils sont absents. Bon. Et donc, quand vous prenez un revenu, par exemple, une personne qui touche 50 000 dinars par mois, vous réduisez ce revenu mensuel de l'impôt correspondant. Exemple, là, combien là, 50 000 dinars, l'impôt qui lui est appliqué est de 27%. C'est-à-dire, il aura 0,73 fois le revenu de 50 000 dinars comme revenu net d'impôt. Il y aura 50 000 multiplié par 0,73 et c'est le revenu net d'impôt. Le temps faisant, il faudra diviser ce revenu par l'inflation, l'augmentation des prix. Si l'inflation est de 5%, il faudra diviser ce revenu par 1,05. Si l'inflation est de 35%, il faudra diviser ce revenu par 1,35. Voilà. Et de là, on peut déduire quel est le revenu disponible, quel est le revenu, la proportion à épargner, si tant est cela soit possible en Algérie. Ce revenu, bien sûr, il doit être, il subira alors là un coup de massue avec la future dévaluation du dinar. Il subira un coup de massue avec l'inflation importée qui sera induite par la dévaluation du dinar. Donc ça,
la question de l'inflation, donc nous l'avons réglée. Maintenant, avec ces revenus, avec cette grille des impôts, de l'IRG, il est possible de calculer l'indice de répartition, ou bien l'indice de concentration, ou bien l'indice de pauvreté, avec la formule de Gini. À l'occasion, je pense que j'ai mis un lien quelque part sur comment est calculé l'indice de Gini. Ou à tout le moins, utiliser la formule basique, très simple à appliquer, de la Banque mondiale. C'est une équation assez simple à appliquer pour la détermination de la pauvreté ou bien de la répartition des revenus. À partir de là, nous pourrons estimer, évaluer le niveau de pauvreté en Algérie. Donc l'inflation et l'indice de concentration des revenus, ou bien l'indice de répartition des revenus, ou bien l'indice de pauvreté, trivialement dit, hein. L'équation de la Banque mondiale est appelée aussi la formule de Brown. Donc, voilà pour les éléments. Là, c'est bon. Je dis que ce sera très décontracté, c'est informel, mais c'est pour attirer l'attention sur les dangers de cette loi. On parle je dois dire quelque chose de très complexe avec des mots simples. Quelque chose de très complexe avec des mots simples. Dans cette loi sur l'impôt, les revenus inférieurs à 240 000 dinars par année, c'est-à-dire à 24 millions de centimes par année, c'est-à-dire toutes les personnes qui résident en Algérie. Il y a les Algériens de naissance, de nationalité, et les étrangers résidant en Algérie sont soumis à l'IRG, qui gagnent moins de 240 000 dinars par année, c'est-à-dire moins de 24 millions de centimes par année, c'est-à-dire moins de 2 millions de centimes par année, par mois, sont exonérés d'impôts. C'est-à-dire, je vais le dire d'une manière très simple, les revenus inférieurs les personnes qui ont des revenus inférieurs à 20 000 dinars, inférieurs ou égal à 20 000 dinars, ne payent pas d'impôts. Autrement dit, elles payent 0% d'impôts. Elles ne payent pas d'impôts, c'est comme si elles payaient 0% d'impôts. D'un point de vue éthique, tous les résidents sur un territoire, c'est-à-dire tous les résidents en Algérie, excepté les touristes, toutes les personnes résidant en Algérie, d'un point de vue éthique, doivent payer l'impôt. Parce que l'impôt est un effort collectif qui sert l'intérêt de la communauté. Toute la communauté, c'est-à-dire tous les résidents. Maintenant, comment pourrait-elle payer cet impôt?
c'est l'État qui va le payer à leur place. En attendant qu'elles puissent payer l'impôt après. Les personnes non assujetties à l'impôt, les personnes ayant des revenus inférieurs à 20 000 dinars par mois, à 2 millions de centimes par mois, ou qui n'ont aucune source de revenus, sont exclus de l'impôt. Ces personnes, sont revenus, sont-elles pour autant exclues de la citoyenneté, de la participation à l'effort collectif de la nation? Question éthique. Dans l'incapacité de payer l'impôt, l'État doit payer l'impôt pour ces personnes. En payant l'impôt pour ces personnes, l'impôt deviendra juste. Faire la différence entre juste et équitable. Deviendra juste. Tous les résidents en Algérie, tous les Algériens simplement dit, maintenant nous allons simplifier, payent l'impôt. C'est-à-dire, tous les Algériens ont le droit, ont même droit. Si je paye l'impôt, tu es sans revenu. Oui, c'est l'État qui le paye pour moi, en attendant de le payer, en attendant de le payer quand j'aurai des revenus. En attendant de participer par mes revenus à la construction de la nation. Voilà. Ça, c'est un problème éthique et moral. C'est un questionnement. Dans la situation actuelle de notre patrie, évitons d'aller dans ces débats qui pourraient être byzantins. Pour certains, pas pour nous. L'autre élément. Ah, là, c'est le réel. Hein? Du moins, c'est le réel. Hein? Là, on touche le gros, la majorité des personnes imposables, c'est-à-dire qui ont des revenus. Dans les problèmes qui pourraient surgir ici, hein, de là vers la gauche, de 0 jusqu'à la classe 3, c'est-à-dire jusqu'à 8 millions, jusqu'aux personnes qui gagnent maximum 8 millions de centimes par mois. Il y aura un problème terrifiant dans la définition des éléments de revenus qui sont imposables et non imposables. Quels sont les revenus qui seront imposables, qui seront imposés, pardon, et quels sont les revenus qui ne seront pas imposés. Exemple. Est-ce que les allocations familiales seront soumises à impôt? C'est un exemple. Est-ce que les allocations familiales seront soumises à impôt? C'est-à-dire, est-ce qu'elles seront incluses dans le revenu imposable? Si oui, dans ce cas-là, les enfants auront un coût, en plus du coût de l'éducation. Sinon, est-ce que l'État peut imposer la limitation du nombre d'enfants qui ouvrent droit à une allocation familiale? Actuellement, bon, imagine-toi, je suis membre d'une fratrie de 9.
si on avait imposé à mes parents la loi que seuls 4 enfants bénéficieront d'une allocation familiale, les 5 qui viennent en queue leu là, ils auront 0 dinar. Qui aurait pu assurer leur éducation, leurs soins, leur nourriture, leur scolarisation? Ça, c'est un questionnement. Hein. Maintenant, il y a d'autres primes. On va prendre des primes plus connues en Algérie. Ah, je dois rappeler que je fais partie de ces personnes. Du moins, je ne fais pas partie de ces personnes. Je pense que je suis l'unique Algérien à avoir proposé la réduction des salaires et des pensions de retraite. Et je maintiens la position. Hein. Ça, quelle est la meilleure formule? Vous me ramenez toutes les personnes que j'aime le plus au monde en face, ou bien vous me les envoyez pour qu'elles me demandent de changer d'avis, je répondrai toujours par oui, parce qu'il faut apprendre à répondre toujours par oui. Et éviter de répondre par non à la française, ou bien par oui mais à la française, je répondrai par oui. Je change d'idée sur ça. Je vais oublier la demande de réduction des salaires et des pensions de retraite. Je leur dirai simplement, donnez-moi le temps de faire l'expérience pendant une année. Nous ferons l'expérience pendant une année. Et après une année et demie, nous allons évaluer la mesure. Si les résultats sont positifs, tant mieux. Si les résultats sont négatifs, nous trouverons un moyen pour les rembourser. Voilà. Donc, dans ce sillage, dans la définition des variables, des primes, qui doivent être soumises ou non à impôt. Exemple, c'est très célèbre en Algérie. La PRI et PRC, la prime de rendement individuel et la prime de rendement collectif. Collective. Non, prime de rendement collectif. C'est le rendement qui est collectif. Ce n'est pas la prime. Okay? C'est le rendement qui est collectif. On va être un peu sévère, je vais être un peu sévère ici. Dans le rendement collectif, il y a ceux qui travaillent sincèrement, il y a ceux qui travaillent un peu plus que ce qu'ils doivent faire, ils fournissent des efforts supplémentaires, il y a les fainéants, il y a les absentéistes, il y a ceux qui profitent des congés de maladie, tout ce que vous voulez là. Oui, participent. Quand il y a une prime de rendement collectif à distribuer, ou bien une prime de rendement individuel, ils participent, hein, ils prennent. Est-ce qu'elle est imposable? Je pense que oui. Avec les difficultés financières des entreprises comme les Niam de Tizi Ouzou, par exemple, comme la Sonipec de Ngaous dans les Aurès, bien comme les autres entreprises, les entreprises locales dans le sud du pays, à Tamanrasset, à Ingizam, à Adrar, hein, j'insiste sur le sud. Il serait plus sage de verser le montant de ces primes de rendement individuel et de rendement collectif dans un fonds, dans un compte spécial,
et en fin d'année le distribuer si l'entreprise réalise réellement des bénéfices. Si l'entreprise a réalisé réellement des bénéfices, oui, on redistribue les primes de rendement individuelles et collectives. En plus des primes de rendement, de ces deux primes de rendement, nous allons distribuer une part des bénéfices à toutes les personnes qui ont participé à ces bénéfices. Maintenant, si vous avez fait des pertes, ensuite cette entreprise demande d'être renflouée par le trésor public ou bien par des emprunts auprès de banques, etc. Et ensuite pour fermer à la fin. Donc, il y aura tout un problème de définition des primes imposables et non imposables. Avec cette loi, il faudra s'attendre à des grèves, à des manifestations. Je le dis et je le répète, pour l'amour de Dieu, mettez la négociation, mettez le dialogue en avant, mettez la paix en avant, mettez l'évitement de l'explosion de notre patrie. Je sais que ce sera très difficile. Je sais qu'il y aura des manipulations affreuses comme celles qui se produisent actuellement dans la sphère de l'armée, etc. Surtout ça. Toutes les manipulations, tous ces coups de jarnac, là. Donc, il faut aller vers la négociation, il faut aller vers la paix, il faut aller vers les solutions. Après, je vais en donner, hein. Ça, c'est pour éviter de compliquer une situation algérienne extrêmement compliquée. D'accord? L'autre élément important pour nous à dire, les travailleurs, les syndicalistes sont invités, seraient très avisés, ils seraient très sages de leur part s'ils faisaient appel à des universitaires qui vont leur faire des démonstrations. Des professeurs d'université. Pour leur faire des démonstrations de calcul. Ils prennent un cas réel, des grilles de salaire du professeur de l'université, de l'ouvrier dans une usine à Tamanrasset ou à Adrar ou à Larwat. Il la décortique. Il lui applique cette loi. Ça, c'est un élément. Pour faire ce travail, je le fais pour ma patrie d'abord. Hein. Je fais, l'économique, la connerie économique est ma passion. Ça, c'est... L'autre élément aussi, ça m'a permis de revoir tout ce que j'ai étudié à l'Université de Montréal. Ah, j'avais carrément oublié. Bon, il y a des aspects que j'ai évités. Hein. J'ai pas parlé d'équilibre de marché, équilibre de marché, l'offre de travail, demande de travail, etc. Oh. Ah, ça c'est خليك البحر هذا البحر ويقولون البحر يقص عن الموجه. Ça c'est bon, donc j'ai abordé, il y a ce bout de papier qui reste. Bon, les travailleurs, les syndicalistes, il faut apprendre là. Hein. Les syndicalistes peuvent payer des professeurs d'université, des étudiants, 3e année, 4e année statistique, mathématiques, etc. Faites-nous un peu de calcul là. Voici là, ils peuvent prendre la grille des salaires, la grille Yuma. Ils peuvent donner les bulletins de paye anonymisés, hein, anonymes. Vous enlevez le nom, etc.
vous gardez l'âge. Gardez l'âge, la situation familiale, le nombre d'enfants. Gardez tout le reste. Enlevez le nom. Une entreprise de 1000 employés, de 2000 employés, pourra donner les bulletins de paye bruts, avec toutes les primes qui composent. Alors, enlevez le nom des employés, des salariés, enlevez le nom de l'entreprise, enlevez tout ce que vous voulez là. Il passe des simulations en introduisant l'inflation locale, en introduisant l'inflation importée. Et voilà l'impact. Donc, tenons dernier élément. Comme je l'ai montré, comme vous pouvez le voir dans le journal officiel de l'Algérie, l'article sur l'IAG, il y a juste 6 classes, elles sont là. De 1 jusqu'à la classe 6, c'est-à-dire le revenu maximal était 3 840 000 dinars et plus. Je dis de manière brute et brutale. Ceux qui ont rédigé cette loi sont des fainéants. Il n'y a aucun critère académique et universitaire chez les rédacteurs de cette loi. Aucun. Non. Rien. Parce que les rédacteurs de cette loi connaissent le revenu minimal en Algérie, sont censés connaître le revenu maximal. Pas maximal. Le plus haut revenu identifié. Celui du plus haut gradé dans l'armée, ou bien du chef de l'État, ou bien du revenu du plus grand boss, du plus grand propriétaire, du plus grand milliardaire algérien qui a une grosse compagnie qui lui verse un salaire. Et à partir du minimum, du plus bas revenu jusqu'au plus haut revenu, en excluant les revenus impossibles à imposer, ceux de la drogue, de la prostitution et de la corruption, ils peuvent calculer, définir des catégories de revenus plus importantes, plus nombreuses. Pour cela, demander l'avis des statisticiens, des mathématiciens, bien sûr en introduisant bien sûr un peu d'aspect de politique publique. Bien sûr, il y a toujours entre ce que disent les théories mathématiques et les théories de la statistique, la théorie de la mathématique et de la statistique, on introduit un peu de dose politique, mais pas de politique politicienne. Et on détermine des classes. Déterminons plus que 6 classes ici, vous allez éviter ce problème. Du moins, ça. Le bout là. Sans l'éviter à 100% comme dirait l'autre, vous allez réduire le nombre de problèmes qui se poseraient dans ces catégories de salaire. C'est la première. Ça, c'est la... Avec les mêmes catégories de salaire, ici, classe 1 et 6, cette partie-là, hein, les mêmes catégories de salaire, les mêmes taux, les mêmes catégories de salaire, j'ai fait une simulation. C'est une simulation d'impôt, de taux d'imposition. J'ai mis 0, respectivement, hein,
0%, pour rester dans la loi, dans l'esprit de cette loi à deux balles, hein. 3%, 7%, 12%, 22%, 39%. Les résultats ici, dans les pertes, je les ai carrément inversés. Au lieu de perdre 2,7 mois, dans le calcul avec cette loi-là du journal officiel, je l'ai ramené à 0,3 mois, c'est-à-dire à peu près 10,8 jours de travail. Les plus hauts salaires, les plus hauts revenus, perdront 78 jours, 46,46. Ça, c'est une simulation basique. Disons 3, 7, 12, 3, 7, 12, 22 et 39%. Bon, on remarque ici que même si les taux paraissent linéaires, hein, ils paraissent linéaires, parce que la différence, 0 à 3, c'est 3, de 3 à 7, c'est 4, de 7 à 12, c'est 5, de 12 à 22, c'est 10, et de 12 à 39, c'est 17. 17 points d'écart, du moins 17 points de pourcentage d'écart. Quand vous appliquez ces impôts, ces taux d'imposition sur les mêmes revenus développés par les mêmes revenus définis dans la loi, vous aurez ce graphique. Je vais vous montrer plus clair avec un stylo. En allant vers la gauche, de ce trait vertical en allant vers la gauche, vous voyez ici qu'il y a un espace entre les deux courbes. C'est-à-dire elles ne seront pas collées. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème de chevauchement de classe, de revenus nets par classe. C'est-à-dire ce problème qui est là, je l'ai fait disparaître par des simulations. C'est juste une simulation. Du moins, je ne l'ai pas fait disparaître, je l'ai réduit. Je l'ai carrément réduit. Parce que pour le faire disparaître, l'idéal serait d'avoir pas 0,3 comme ici ou 0,4, c'est d'avoir 0,1, 0,01, etc. C'est avoir la plus petite valeur marginale possible. Voilà. Et je l'ai réduit. Ça, c'est une simulation. Autre élément. C'est le dernier élément avec le calcul, hein, je vous garantis. Dans ce qu'on appelle la théorie statistique, hein, dans l'analyse statistique, dans l'analyse descriptive de données, du moins, pour permettre une analyse descriptive, ceux qui font dans l'analyse descriptive des données ont certainement entendu parler du théorème de Sturge, bien de la théorie de Sturge, la définition des classes. La définition des classes, je vais vous éviter l'histoire de sa mathématique. Bon, je vous la donne ici. Le nombre de classes de Sturge, c'est K égale 1 plus du tiers de log x, hein, de log x. Ça, c'est la formule mathématique.
Mais dans la documentation disponible sur le web, ou bien dans la documentation universitaire ou académique, il y a ce qui est connu, un tableau de Sturge. Sturge, c'est S-T-U-R-G-E-S. Mais c'est en anglais, du moins c'est en anglais qu'il faut lire, c'est S-T-U-R-G-E-S. Sturge. Si vous donnez la grille des salaires d'une entreprise, par exemple de son attract, à des statisticiens et à des mathématiciens, ils pourront définir, en ajoutant les salaires du plus haut gradé de l'armée, du président de la République, de qui vous voulez là, ils peuvent définir d'une manière académique le nombre de classes de salaire qui auront pour objectif, premièrement, l'équité de l'impôt, l'efficience de l'impôt, justice sociale. Voilà. Donc, pour les très bas revenus, du moins, j'ai appelé les revenus de 1 dinar jusqu'à 24 000 dinars par année, c'est-à-dire ceux qui gagnent presque de zéro jusqu'à 2 millions de centimes par mois. J'ai appelé ça les très bas revenus. Pour les très bas revenus, en appliquant Sturge, j'ai opté pour 10 classes. 10 sous-classes. À changer de sous-classe. En faisant les calculs, ce sont les mêmes données que la loi des finances, hein, sauf que moi, j'ai défini des sous-classes. J'ai défini un taux de base de l'IRG, c'est 0,10%. 0,10%, c'est 0,1 divisé par 100. C'est 0,0,01. Très proche de 0. Avec les impôts, il n'y a pas de 0. Hein, c'est très proche de 0. Et j'ai défini une progression dans l'impôt de 0,10%. De 0,10%. De 0,1%. Et à chaque fois, je l'ajoute ici. 0,1, 0,2, 0,3. Vous voyez bien que l'impôt est linéaire. En étant linéaire, je perds moins 1 dinar 40 sur un revenu mensuel. L'autre la plus grosse perte sera de 20 dinars. La plus petite perte marginale sera de 1 dinar 40 et la plus grosse perte marginale sera de 20 dinars. Moins 20 dinars 61 plus exactement. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens quasiment, on dirait pas quasiment, deux courbes de revenus bruts et nets, elles sont là, hein, qui sont quasiment collées. C'est une question de justice, d'équité. Hein? Et la courbe des impôts, elle est là. Mais par contre, juste pour la blague, là, il ne faut jamais être méchant avec les autres, là. Pour les vautours, là, pour les très hauts salaires, qui se sont arrangés très très bien dans la première, que la loi a arrangé très bien, là, hein. Ce sont les plus grands gagnants. Ils sont là. Ah, c'est les plus grands gagnants, hein. La loi les avantage à l'extrême, hein. Pour le très haut revenu, là, j'ai défini 4 sous-classes de 1 million de dinars
1 million de dinars jusqu'à 3 millions de dinars. Alors qu'ici, je dois mettre 5 ou 6 millions de dinars. Hein. Bon, en mettant 5 ou 6 millions de dinars, le nombre de sous-classes va augmenter obligatoirement. En définissant un impôt de base de 29%, et une progression de 6,5%, ils perdront. Ils perdront très peu. Sauf que, en bleu, le revenu imposable brut, en gris, les revenus nets, et en rouge, la droite des impôts. La droite du taux d'imposition, c'est linéaire. Hein. Bon, quand bien même, on peut définir une fonction d'impôt non linéaire. Hein. Par palier, moi je change le pas, je change ce 6,50, je le multiplie ou je mets une autre valeur, hein, supérieure à 6,50. Sauf qu'ici, le revenu net commence à décroître. Voilà rapidement ce que j'ai à dire sur cette loi sur les impôts. Les impôts, maintenant, restent les quelques éléments sur lesquels, d'une manière très informelle, hein, très informelle, chers compatriotes, chers frères, sœurs d'Algérie, c'est très informel, parce que pour parler plus sérieusement, d'une manière formelle, des références sont nécessaires. Vous voyez, l'information algérienne, c'est toujours la grande tralota entre les généraux. Ça, il faut éviter d'en parler plus, là. Oui. Ils nous ont usés, ils ont usé la patrie. Hein. Autre sujet. Ce que vous avez vu, on va dire comme ça, d'une manière assez sévère, le défilé de l'Arabie Saoudite, du Qatar et des autres pays du Golfe, là, en Algérie. Voilà. Ils ont une nouvelle Algérie. Avec le sommet qui s'annonce de la Ligue arabe à Alger, j'espère qu'il va se tenir. Je dis bien, tant pis si l'Algérie cède, tant pis si l'Algérie doit céder. Et en tout cas, elle va céder. Donc, ne faites pas de ça. Faites pas de ça. Hein. Dites que ça vous dérange, dites que ça vous fait mal, dites que c'est anti-patriotique, mais pas de violence, pas de truc. Hein. Et c'est ça. Ils vont céder. Le gars du Qatar et de l'Arabie Saoudite, et puisque dans la loi des finances, il y a une loi comme ça, très bricolée sur la finance islamique, etc. Donc oui, nous allons participer au sommet de la Ligue arabe à condition que tu ouvres ton désert pour les investissements en agriculture. À condition que tu ouvres le secteur des technologies pour l'investissement. Il y a une dizaine d'années, 12 ans, hein, 12 ans, j'ai travaillé sur l'affaire Orascom, là, vous vous souvenez très bien. Donc, ceux qui me connaissent dans les journaux algériens, hein, allez ça, affaire Jay-Z, Orascom, Wimbledon. Je vous ai parlé de ce qui se tramait à Rome, de ce qui se tramait aux Bermudes. Bon, pas sur ça. À peine l'Algérie a-t-elle terminé de régler cette affaire d'Orascom Wimbledon, en payant entre 3 et 4 milliards de dollars
à Orascom, Rome, pas le Caire, à Rome, via le CIRDI de la Banque mondiale. Ok? Le CIRDI, hein? Le Centre international pour le règlement des différents liens à l'investissement. Hein? Voilà. Donc, vous avez une nouvelle affaire de télécom là, qui s'annonce. Vous avez une autre affaire de voiture, comme par hasard. Une voiture, comme par hasard, c'est un Égyptien. Une affaire de télécom, une affaire. L'affaire, après la visite du président italien en Algérie, vous avez vu tout ce qui se fait avec l'Italie. Notre patrie, ils vont la dépouiller, ils vont la désosser. Ça fait mal à des Algériens. Hein. Ça me fait mal, en moi, bien sûr. Alors, c'est depuis 2012 que j'ai commencé à parler de ces histoires-là. Maintenant, on commence à parler de la Banque mondiale et du FMI. Ceux qui sont en train de parler avec ça, de la Banque mondiale et du FMI sont en train d'attiser le feu en Algérie. On commence à citer maintenant un Nord-Africain qui aurait participé au massacre de l'Algérie de la Banque mondiale. Ça, c'est d'une méchanceté gratuite. J'en ai parlé dans des interventions, je l'ai écrit dans mes livres. Le livre de la gerbe pour la patrie. J'ai écrit. J'ai dit au président de la Commission de l'Union africaine, Faki Mohamed Moussa, etc., quand j'ai traité certaines organisations internationales interétatiques africaines d'organisations terroristes, je leur ai dit que ce sont les Africains qui vont massacrer l'Afrique à partir du Potomac. Potomac, c'est un fleuve Washington. Ce sont les Africains. Je l'ai dit au président de la Commission africaine, je lui ai dit que c'est à partir de l'université de Denver et de Pennsylvanie que des Africains sont en train de massacrer l'Afrique. Donc, qu'on vienne me donner des leçons de patriotisme ou de positionnement vis-à-vis de ces Africains, ceux qui veulent le faire doivent se lever très tôt. Comme j'ai parlé de l'agitateur accrédité par la France au Mali, Niger, etc., sur le franc CFA. Mais parler de la Banque mondiale, des FMI dans les termes algériens, vous faites plus de mal à l'Algérie qu'au FMI à la Banque mondiale. La Banque mondiale et le FMI sont plus que des États. Plus que des États d'un point de vue libéral et néolibéral. Ce sont des organisations au service des puissants. Ça fait longtemps depuis que je l'ai dit. Mais ceci, c'est au fait, c'est cela qui m'a obligé à demander à rencontrer les économistes du FMI et de la Banque mondiale. Chers compatriotes algériens, quand on vous signale selon le FMI, etc., ou la Banque mondiale, les communiqués officiels de la Banque mondiale et du FMI doivent être signés par soit la directrice générale du FMI ou par le président de la Banque mondiale. Ils doivent être parrainés par les deux plus hauts responsables de ces structures, FMI et Banque mondiale. Quand vous lisez des articles de blog sur le FMI, je les ai lus depuis 2012 que j'ai commencé à les lire. C'est depuis 2012 que j'ai commencé à envoyer des messages, des emails, surtout quand j'étais à l'université. Certains économistes, pour leur dire arrêtez ces histoires-là de comparaison, de donner des traitements à l'Algérie à distance, etc., etc. Pour ça, les questions qu'il faudra poser.
Donc il faut éviter de prendre pour argent comptant un article de blog du FMI. Une question qui est... les débats sur lesquels il faudra y aller à l'intérieur de l'Algérie, c'est est-ce que les ordres du FMI et de la Banque mondiale à travers les plans d'ajustement structurel ou du plan de stabilisation de la balance des paiements, etc., tels que préconisés par les FMI et exécutés par les gouvernements algériens depuis 1990, hein, depuis 1989. Et l'ouverture, ça a commencé en 1981. C'est accéléré en 85 avec l'initiative Tina, There is no alternative. Hein. Est-ce qu'elles étaient bonnes? Est-ce qu'elles ont donné les résultats escomptés? Si oui, ces résultats, on ne les voit pas. Si les décisions et les plans ont été mauvais, il faut aller vers 2 branches là. Même 3 branches. Il est probable que ces plans étaient très mauvais. Il est probable aussi que ceux qui doivent les exécuter en Algérie sont nuls et incompétents. Il est possible aussi qu'en plus d'être mauvais, ceux qui les exécutent en Algérie sont mauvais. Et pour mettre tout ça, c'est le climat politique. C'est les institutions. Faut-il une démocratie pour la mise en œuvre pour la création de l'économie en Algérie? Une vraie création, une révolution. Je dis pour terminer, chers amis, là, chers compatriotes d'Algérie, allez-y vers la paix, la misérité, la cohésion sociale, la fraternité, solidaire avec les soldats et les officiers subalternes de l'ANP. Allez-y vers le respect des droits de l'homme. Et vous allez réussir cette révolution. Ça, ce sont des mots du cœur. Maintenant, ça, il faut des actes. Chers compatriotes d'Algérie, demandez la baisse des salaires. Demandez la baisse des pensions de retraite. Je sais que c'est cruel. Demandez la surévaluation du dinar. Parce qu'ils sont en train de se taire sur l'inflation qui est en train de vous ravager. Demandez la baisse des salaires, pensions de retraite, la surévaluation du dinar. Les 3 choses sont importantes. Faites des efforts pour la création de fonds de... Faut l'appeler, il ne faut pas avoir peur des mots, hein? C'est pas de la langue de bois. J'utilise. Un fonds de fraternité, un fonds pour la patrie dans lequel seront versés ces histoires de PRIP, primes de rendement individuel, primes de rendement collectif, ces bonus, les bonus donnés à ces histoires-là, cette connerie de holding en Algérie. Quand je me rappelle qu'il y avait des holdings en Algérie, quand je me rappelle que j'ai vécu la création des holdings en Algérie, on a envie de se cogner à la tête. Cogner la tête contre un mur, là. Là, il faut écouter les mots de l'agent d'exécution numéro 1 du FMI de la Banque mondiale en Algérie, l'ancien patron de la chambre à gaz de la Banque d'Algérie. Là, il a annoncé que les banques sont dispensées d'une autorisation pour aller vers la bourse. Ce que vous voyez... un directeur général d'une banque publique en Algérie aller vers la bourse sans un ordre du gouverneur de la Banque centrale, du gouvernement, de la présidence de la République ou d'un général? C'est pour cette raison qu'il vous parle de dépénalisation de l'acte de gestion. Ça fait longtemps depuis que j'ai parlé de ça là. Chers compatriotes, au plaisir de vous voir en Algérie. أخونا حرز ربي
غير دينار على خير.